New York City gémissait sous le poids du pire blizzard de la décennie. La neige tombait en nappes épaisses et implacables, recouvrant les rues de Manhattan d'un silence blanc. La température avait chuté à moins 5 degrés Celsius, un froid suffisant pour geler le souffle en plein air, assez froid pour tuer quiconque était assez fou pour errer dehors sans protection. Au coin de la 57e rue Ouest, le Pharao se dressait comme un phare de chaleur dans ce désert glacé, le restaurant italien le plus exclusif de Manhattan. Ses baies vitrées allant du sol au plafond brillaient d'une lumière ambrée, déversant une chaleur dorée sur le trottoir enneigé comme une nargue cruelle pour quiconque n'avait pas les moyens d'en franchir les portes. À l'intérieur, des lustres en cristal scintillaient. Des clients bien habillés riaient devant des verres de vin qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. L'air sentait l'huile de truffe, le parmesan affiné et le vieil argent. Marco Benedetti travaillait à la sécurité du Pharao depuis 11 ans. Il avait vu des célébrités, des politiciens, des milliardaires et des hommes dont les noms étaient murmurés avec crainte plutôt que prononcés à voix haute. Plus rien ne l'étonnait, jusqu'à ce soir. Il remarqua d'abord la silhouette, une petite forme immobile près du bord de la fenêtre, juste à l'extérieur du halo de lumière, sans s'approcher, sans mendier, juste là, debout, fixant à travers la vitre, avec des yeux qui semblaient ne rien voir du tout. Marco s'approcha, plissant les yeux à travers la neige qui tombait. C'était un enfant, une petite fille. Son cœur se serra. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans. Elle ne portait rien d'autre qu'une fine chemise de nuit, un tissu rose pâle déchiré à l'épaule, si élimé qu'il en était presque transparent. Ses pieds étaient nus, posés directement dans la neige. La peau prenait déjà une terrible teinte violacée. Des cheveux auburn pendaient en touffes emmêlées autour de son visage, maculés de quelque chose de sombre, du sang séché. Le souffle de Marco se bloqua dans sa gorge. Son visage était une carte de la violence. Une coupure fraîche barrait sa joue gauche, brillant encore d'un rouge vif. Ses lèvres étaient gercées et fendues, croûtées de sang séché. Et ses yeux, mon Dieu. Ses yeux, ils étaient verts, d'une nuance d'émeraude frappante qui aurait dû être magnifique. Mais il n'y avait rien derrière. Ni peur, ni espoir, ni larmes, juste le vide. Le regard creux d'une créature qui avait cessé d'attendre de la gentillesse il y a longtemps. Sur son bras exposé, Marco pouvait voir des brûlures. Des brûlures circulaires, encore suintantes, d'un rouge vif sur sa peau pâle. Quelqu'un lui avait fait ça récemment. Elle ne frissonnait pas, ne pleurait pas. Elle restait simplement là, comme si le froid ne pouvait plus l'atteindre, comme si elle était déjà morte et attendait juste que son corps rattrape son âme. Marco poussa la porte, le vent glacial lui cinglant le visage. « Hé, petite, ça va? Où sont tes parents ?» La fille leva les yeux vers lui lentement, délibérément. Quand elle parla, sa voix n'était qu'un murmure, rauque et brisé, mais stable, d'une stabilité terrifiante. « Monsieur, connaissez-vous quelqu'un qui voudrait d'un enfant comme moi ?» Marco se figea. « Je peux travailler, » continua-t-elle, son ton plat, répété, comme si elle avait pratiqué ces mots dans sa tête 1000 fois. « Je n'ai pas besoin d'être réparé. J'ai juste besoin d'un endroit pour mourir où personne ne sera fâché contre moi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air gelé comme des éclats de verre. Marco ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. En 11 ans, il ne s'était jamais senti aussi totalement impuissant. Il ne savait pas quoi dire, ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment assimiler ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Et puis derrière lui, le ronronnement doux d'un moteur coupa le silence. Une Maybach noire glissa jusqu'au trottoir et s'arrêta. Les phares illuminaient la neige qui tombait comme des diamants gelés. La porte arrière s'ouvrit, le sang de Marco se glaça. Un homme sortit de la Maybach. Marco recula instinctivement d'un pas, son corps répondant avant que son esprit ne puisse suivre. Chaque muscle se tendit.
Chaque nerf hurla un avertissement. Vincent Castellano mesurait 1,88 m, ses larges épaules remplissant le par-dessus en cachemire noir, qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Marco. Ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière, dégageant un visage sculpté dans le granit, tout en angles vifs et lignes dures. Mais c'était ses yeux qui faisaient faiblir les hommes, gris, profonds et sombres comme une tempête hivernale, assez froid pour geler le sang dans vos veines d'un seul regard. On l'appelait le loup de fer. Il régnait sur les 5 arrondissements de New York d'une main de fer gantée de velours. Sur le papier, c'était un homme d'affaires légitime, un restaurateur, un philanthrope. Mais tous ceux qui comptaient connaissaient la vérité. Vincent Castellano contrôlait la moitié de la pègre de la ville. Il avait bâti son empire sur la peur, la loyauté et la certitude absolue que la trahison signifiait la mort. Pas une mort rapide, pas une mort clémente, le genre de mort qui faisait que d'autres hommes se réveillaient en hurlant pendant des années après. En 22 ans, personne ne l'avait jamais doublé et n'était resté en vie pour le raconter. Daniel Torres, son homme de confiance, émergea du côté conducteur. Danny suivait Vincent depuis qu'ils étaient tous deux adolescents, n'ayant rien d'autre que de la rage et de l'ambition. Il avait vu son patron faire des choses qui hanteraient des hommes moindres pour toujours. Plus rien ne l'étonnait désormais, ou du moins le pensait-il. Vincent marcha vers l'entrée du restaurant, ses pas silencieux malgré la neige. Il se déplaçait comme un prédateur, chaque mouvement contrôlé, délibéré, dangereux. Marco se précipita pour ouvrir la porte, mais Vincent s'arrêta net. Tout son corps devint rigide. Danny le remarqua immédiatement. La tension soudaine dans les épaules de son patron, la façon dont ses mains se crispaient lentement en poing, l'élargissement presque imperceptible de ses yeux. En 22 ans de service, Danny n'avait jamais vu Vincent Castellano se figer ainsi. Vincent fixait la fille, cette petite créature dans sa chemise de nuit déchirée, pieds nus dans la neige, couverte de sang et de brûlures, et Dieu seul sait quoi d'autre. Elle se tenait là comme un fantôme, comme quelqu'un qui avait déjà renoncé à être en vie, puis elle leva les yeux vers lui. Danny se prépara à la réaction habituelle. Les enfants tressaillaient toujours en voyant Vincent. Les adultes tressaillaient en voyant Vincent. Les criminels endurcis tressaillaient en voyant Vincent. Cette fille ne tressaillit pas. Elle ne recula pas, ne pleura pas, ne cligna même pas des yeux. Elle le regarda simplement avec ses yeux verts vides, comme si elle avait vu tant d'horreurs que plus rien ne pouvait l'effrayer désormais, comme si elle était déjà morte et attendait simplement que quelqu'un le confirme. Quelque chose passa sur le visage de Vincent, quelque chose que Danny ne put identifier, quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. Et alors, Vincent Castellano fit une chose qu'il n'avait jamais faite de toute sa vie d'adulte. Il s'abaissa lentement, délibérément, un genou enfoncé dans la neige gelée, ruinant son manteau à 15 000 $, sans une seconde réflexion. Il se mit à sa hauteur, ses yeux gris rencontrant ses yeux verts. La mâchoire de Danny faillit tomber. Le loup de fer ne s'agenouillait devant personne, ni devant les politiciens, ni devant ses rivaux, devant personne. Mais le voilà, agenouillé devant une petite fille de 7 ans, en chemise de nuit déchirée. « Comment t'appelles-tu, petite ?» La voix de Vincent était douce, gentille, une voix que Danny ne reconnaissait pas. La fille pencha légèrement la tête, l'étudiant avec une expression bien trop vieille pour son jeune visage. « Est-ce que ça compte ?» murmura-t-elle. « Les noms, c'est pour les gens que quelqu'un veut retrouver. » Les mots frappèrent Vincent comme un coup physique. Sa mâchoire se crispa, ses mains se serrèrent davantage. Et puis, il le vit sur son bras, partiellement caché par la manche déchirée de sa chemise de nuit. Une marque de brûlure luisait. Du sang frais suintait de la plaie, d'un rouge éclatant sur sa peau pâle. Pas ancienne, pas en train de guérir, neuve. Quelqu'un avait brûlé cet enfant au cours des dernières heures. Et puis,
Il l'avait envoyé dans un blizzard pour mourir. Les yeux de Vincent s'assombrirent. Vincent bougea lentement, délibérément. Il retira son pardessus en cachemire, un tissu valant plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an, et commença à le draper sur les épaules tremblantes de la petite fille. Elle tressaillit. Pas un petit tressaillement, mais un recul de tout son corps, ses bras minces, volant vers le haut pour protéger son visage, tout son être s'affaissant vers l'intérieur, comme pour se préparer à un coup. Un gémissement étranglé s'échappa de ses lèvres gercées. Vincent se figea, sa main suspendue en l'air. Il comprit instantanément. Cet enfant avait été battu tant de fois, si systématiquement, que son corps avait appris à attendre de la douleur de chaque main qui s'approchait. Chaque mouvement soudain signifiait de la violence. Chaque contact signifiait de la souffrance. Quelque chose se brisa derrière les côtes de Vincent, quelque chose qu'il avait enterré il y a longtemps. Il ne força pas, ne se précipita pas. Il abaissa simplement le manteau lentement, le laissant reposer sur la neige à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse le prendre si elle le voulait. Une offrande, un choix. Pendant un long moment, la fille se contenta de le fixer. Puis, avec la prudence d'un animal blessé, elle tendit la main et ramena le manteau autour d'elle, disparaissant dans les plis massifs du tissu noir. « Je le rendrai », murmura-t-elle, sa voix à peine audible au milieu du vent hurlant. « Je ne volerai pas. S'il vous plaît, ne leur dites pas. » La mâchoire de Vincent se serra si fort que ses dents lui firent mal. « Garde-le, » dit-il doucement. Il se releva et se tourna vers Danny, sa voix reprenant son ton de commandement froid. « Amène-la à l'intérieur. Appelle le docteur Wright, maintenant. » Danny ne posa pas de questions. En 22 ans, il avait appris quand parler et quand simplement obéir. Il sortit son téléphone et composa le numéro pendant que Vincent ouvrait la voie vers l'entrée du restaurant. La chaleur les frappa comme un mur dès qu'ils franchirent les portes vitrées. Le bruit ambiant de la salle à manger, le jazz doux, les conversations murmurées, le cliquetis du cristal, tout s'arrêta instantanément. Toutes les têtes se tournèrent. Les serveurs se figèrent au milieu de leurs pas. Un sommelier s'arrêta, une bouteille à moitié levée. Des clients en costume de créateurs et robes de soie fixaient ouvertement le spectacle impossible devant eux. Vincent Castellano, le loup de fer, traversant son propre restaurant avec un enfant squelettique enveloppé dans son manteau. Un enfant avec du sang sur le visage et les pieds nus violacés, laissant des empreintes humides sur le marbre immaculé. Les murmures parcoururent la salle comme une traînée de poudre. Rebecca Chen les intercepta à mi-chemin de la salle à manger. La directrice de salle était grande, l'œil vif, impeccablement habillée et farouchement protectrice de la réputation du pharaon. Elle se plaça directement sur le chemin de Vincent. « Monsieur Castellano, nous sommes complets ce soir. Des clients VIP sont dans le salon privé. » Ce n'est pas exactement. Vincent la regarda. Juste un regard. Froid. Plat. Le genre de regard qui avait poussé des hommes adultes à reconsidérer chaque décision, les ayant menés à cet instant. La bouche de Rebecca se referma brusquement. Elle s'écarta sans un mot de plus. Ils marchèrent à travers le couloir de la cuisine, passèrent devant les comptoirs en inox et les cuisiniers surpris, jusqu'à atteindre une pièce privée au fond du bâtiment. Vincent ouvrit la porte et guida la fille à l'intérieur. La pièce était chaude, élégante, meublée d'un canapé en cuir et d'un éclairage tamisé. Il désigna le canapé du geste. La fille hésita au seuil, regardant ses pieds ensanglantés et trempés de neige. « Je salis votre belle pièce », murmura-t-elle. « Je suis désolée. Je peux nettoyer. Je sais comment nettoyer le sang. » Les mots sortirent de façon banale. Pratiquée, comme si elle avait nettoyé son propre sang de nombreuses fois auparavant. La gorge de Vincent se serra. « Tu ne nettoies rien, » dit-il, sa voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. « Repose-toi. » La fille le regarda avec ses yeux verts creux, la confusion passant brièvement sur son visage,
comme si le concept de repos lui était étranger, comme si la gentillesse était une langue qu'elle ne comprenait plus. Elle s'assit sur le bord du canapé, serrant toujours le manteau massif autour de sa frêle silhouette. Et puis le manteau glissa. Il glissa dans son dos, révélant ce qui se cachait sous la chemise de nuit déchirée. Vincent s'arrêta de respirer. Des cicatrices, des douzaines. Des traces de coups de fouet sillonnaient son petit dos comme une carte de la souffrance. Certaines étaient vieilles, blanchies. D'autres étaient fraîches, encore croûtées, en train de guérir. Et certaines étaient ouvertes, à vif, suintant du sang à travers le tissu fin. Quelqu'un avait fouetté cet enfant de manière répétée, systématique, pendant des semaines, des mois, peut-être des années. Danny apparut dans l'encadrement de la porte, le téléphone toujours en main. Il vit ce que Vincent voyait. Son visage devint pâle. Le docteur James Wright arriva en exactement 18 minutes. C'était un homme grand d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, à la main sûre, avec ce calme qui vient de 18 ans passés à soigner des blessures qui ne pourraient jamais être signalées aux hôpitaux. Il avait vu des blessures par balles, des coups de couteau, des brûlures, des os brisés. Il avait recousu Vincent lui-même plus de fois qu'il ne voulait s'en souvenir. Fou de terreur. Un cri aigu s'échappa de Fou de terreur. Un cri aigu s'échappa de sa gorge. Animal, primaire. Non, non, non. S'il vous plaît, non. Je serai sage. Je serai silencieuse. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Le docteur Wright se figea, sa sacoche médicale suspendue en l'air. Vincent bougea sans réfléchir. Il traversa la pièce et s'assit sur le canapé à côté d'elle, gardant une distance prudente. Lily, sa voix était douce, posée. Lily, regarde-moi. Les yeux paniqués de la fille trouvèrent sur son visage. C'est le docteur Wright. C'est un docteur. Il va t'aider. Il ne te fera pas de mal. Vincent marqua une pause, puis ajouta doucement. Je te le promets. Lily le fixa, sa petite poitrine se soulevant de force. Puis lentement, avec hésitation, sa petite main s'avança et s'enroula autour des doigts de Vincent. Sa prise était étonnamment forte, désespérée, comme une personne qui se noie et s'accroche à une bouée de sauvetage. Le souffle de Vincent se coupa. C'était la première fois qu'elle touchait volontairement quelqu'un depuis son arrivée. La première fois qu'elle choisissait le contact au lieu de reculer. Il ne retira pas sa main. Il resta parfaitement immobile, la laissant s'accrocher, tandis que le docteur Wright s'approchait lentement, prudemment, expliquant chaque mouvement avant de le faire. L'examen dura 45 minutes. 45 minutes de documentation méticuleuse. 45 minutes d'horreur contenue. 45 minutes pendant lesquelles le masque professionnel du docteur Wright s'effritait lentement alors qu'il cataloguait blessure après blessure après blessure. Quand ce fut fini, il sortit dans le couloir avec Vincent. Danny montait la garde près de la porte, son visage indéchiffrable. Les mains du docteur Wright tremblaient. « Malnutrition de stade 4, commença-t-il, sa voix clinique mais tendue. Sévère. Son estomac a rétréci au point qu'elle ne peut digérer que quelques cuillerées à la fois. Elle n'a pas mangé correctement depuis des mois, peut-être plus longtemps. Vincent ne dit rien. Il attendit. 4 anciennes fractures de côte du côté gauche, guéries sans traitement. 2 nouvelles fractures à droite de moins d'1 semaine. Sa clavicule gauche a été brisée à un moment donné et s'est mal remise. Elle souffre de douleurs constantes depuis Dieu sait combien de temps. Toujours rien. Mais les mains de Vincent s'étaient serrées en poing sur ses côtés. 15 brûlures de cigarettes. La voix du docteur Wright vacilla. 15. Réparties sur ses bras et ses cuisses. Délibérées. Régulièrement espacées. Plusieurs sont infectées. Danny détourna le regard, la mâchoire serrée. Il y a des lacérations sur son avant-bras, pas des coupures aléatoires. Quelqu'un a gravé des lettres dans sa peau. Le mot « fardeau », encore en train de guérir. Le silence dans le couloir était étouffant.
3 orteils de son pied gauche ont été brisés et se sont remis avec de mauvais angles. Elle marche dessus depuis des mois. Il y a des marques d'ébouillantage sur son dos, correspondant à de l'eau bouillante, versée directement sur sa peau. Et ses 2 pieds ont des gelures au second degré à cause de ce soir. Le docteur Wright s'arrêta. Il se détourna, enlevant ses lunettes pour presser ses doigts contre ses yeux. Quand il parla de nouveau, son ton clinique s'était complètement brisé. « Ce n'est pas de la maltraitance, Vincent, c'est de la torture systématique. Quelqu'un a détruit cet enfant pièce par pièce, méthodiquement, délibérément, sur une longue période. » Vincent resta immobile. Son expression n'avait pas changé. Sa posture n'avait pas bougé. Mais Danny, qui le connaissait depuis 22 ans, vit ce que d'autres manqueraient. Le léger tremblement de sa mâchoire, l'immobilité dangereuse qui précédait la violence, la façon dont ses yeux étaient dépassés du froid à quelque chose de bien pire. Vincent retourna dans la pièce. Lily était toujours recroquevillée sur le canapé, noyée dans son manteau, surveillant la porte avec ses vieux yeux creux. Quand elle le vit, quelque chose dans son petit corps se détendit juste d'une fraction. Il s'accroupit devant elle, se mettant à sa hauteur. « Lily. » Sa voix était douce mais ferme. « Qui t'a fait ça ?» La fille le regarda avec une expression qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait jamais porter. De la résignation, de l'acceptation. Comme si la violence était simplement la météo, simplement la façon dont le monde fonctionnait. Tout le monde, chuchota-t-elle, mais surtout l'oncle Ron et Tyler. Sa voix était plate, vide. Elle aurait tout aussi bien pu parler de la neige dehors. Ils ont dit que je le mérite parce que j'ai tué ma maman et mon papa. Le cœur de Vincent s'arrêta. Ils ont dit que si je le disais à quelqu'un, il me couperait la langue. Lily fit une pause, ses yeux verts distants, comme ils ont fait au chien. Midnight. Le restaurant avait fermé depuis des heures. Le personnel était rentré chez lui. La cuisine était sombre et silencieuse. Seules les lumières de sécurité restaient, projetant de longues ombres à travers les couloirs vides. Vincent était assis seul dans son bureau, fixant le vide. Les rapports du docteur Wright gisaient éparpillés sur son bureau. Des photographies, des évaluations médicales, une documentation sur des blessures qui se lisaient comme un roman d'horreur. Il avait mémorisé chaque mot, chaque plaie, chaque cicatrice cartographiée sur ce petit corps. Mais son esprit était ailleurs, quelque part, 22 ans dans le passé. Il avait de nouveau 15 ans, grand pour son âge, montrant déjà les signes de l'homme qu'il deviendrait. Une mâchoire solide, des yeux vifs, des épaules commençant à s'élargir de muscles. Et Sophia avait 7 ans. Sa petite sœur, sa responsabilité, son monde entier. Elle avait des cheveux auburn qui accrochaient la lumière comme le feu. Des yeux verts qui brillaient de malice. Un rire qui pouvait remplir n'importe quelle pièce, n'importe quel silence, n'importe quelle obscurité. Elle ressemblait tellement à Lily que sa poitrine lui faisait mal. Le souvenir revint sans y être invité, tranchant comme une lame. La nuit où la famille Moretti était venue pour se venger. La nuit où les ennemis de leur père avaient décidé d'envoyer un message écrit dans le sang. Vincent avait essayé de se battre. À 15 ans, il était déjà dangereux, apprenant déjà les affaires de la famille. Mais ils étaient trop nombreux. Un coup à la tête, l'obscurité, le silence. Quand il se réveilla, Sophia était partie. Ils retrouvèrent des temps de son corps 3 jours plus tard. Elle avait été torturée méthodiquement, délibérément, pas pour des informations, parce qu'une enfant de 7 ans n'avait aucune information à donner, juste pour envoyer un message, juste pour briser la famille Castellano d'une manière que les balles ne pourraient jamais faire. Cela avait fonctionné. Son père s'effondra aux funérailles. Une crise cardiaque, dirent-ils. Mais Vincent connaissait la vérité. Son cœur ne s'était pas arrêté à cause d'une maladie. Il s'était arrêté parce qu'il ne pouvait plus supporter de vivre. Sa mère dura 11 mois de plus. Puis, elle avala un flacon de pilules à l'anniversaire de la mort de Sophia
et ne se réveilla jamais. Et Vincent enterra tout, chaque souvenir, chaque sentiment, chaque morceau du garçon qui n'avait pas réussi à protéger sa sœur. Il bâtit des murs si hauts et si épais que rien ne pouvait les pénétrer. Il se fraya un chemin hors des cendres de la destruction de sa famille et devint quelque chose de nouveau, quelque chose de plus dur, quelque chose qui ne serait plus jamais vulnérable. Le loup de fer. Il avait juré sur la tombe de Sophia que plus personne de ceux qu'il aimait ne serait blessé. Mais il avait tenu cette promesse en s'assurant qu'il ne restait plus personne à aimer. Vincent se leva de son bureau et marcha vers la fenêtre. Son reflet lui renvoya le regard. Des yeux froids, un visage dur, un homme qui avait oublié comment ressentir autre chose que de la rage. Sophia aurait 29 ans maintenant, murmura-t-il à la vitre. Elle aurait dû... Il ne put finir la phrase. Il se détourna et ouvrit le tiroir du bas de son bureau. Sous des dossiers et des documents se trouvait une unique photographie, jaunie par le temps. Sophia, 7 ans, serrant un lapin en peluche aux oreilles tombantes, souriant à l'appareil avec son sourire édenté. Vivante, heureuse, entière. Les doigts de Vincent tremblèrent en la tenant. « Je n'ai pas pu te sauver, » dit-il doucement. « J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé, mais j'étais trop faible, trop jeune, trop tard. » Il pensa à la fille au bout du couloir, aux yeux creux, au corps cicatrisé, à la voix qui demandait un endroit pour mourir. Mais cette enfant, elle m'a trouvé. Elle a marché à travers un blizzard et s'est arrêtée à ma porte. Il reposa la photographie doucement. Peut-être que cette fois, un cri déchira le silence. Aigu, perçant. Primaire, venant de la chambre de Lily. Vincent était déjà à la porte, avant que l'écho ne s'éteigne. Vincent courut. Il se déplaça dans les couloirs sombres avec la vitesse d'un homme ayant la moitié de son âge, ses pieds nus silencieux sur le sol froid. Les cris continuaient, bruts et désespérés, résonnant sur les murs comme le cri d'un animal blessé. Il atteignit sa porte et la poussa. La pièce était sombre. La petite lampe sur la table de nuit avait été renversée. Et dans le coin le plus éloigné, pressé dans l'espace où 2 murs se rejoignaient, Lily était assise, recroquevillée en une boule serrée. Elle n'était pas sur le lit. Elle était au sol, aussi loin du lit que possible. Ses bras minces entouraient ses genoux. Elle se balançait d'avant en arrière en hurlant. « Non, pas l'eau. C'est trop chaud. S'il vous plaît. Je serai sage, je serai silencieuse. S'il vous plaît. » Ses yeux étaient ouverts, mais elle ne voyait pas la pièce. Elle était ailleurs, quelque part de sombre et de terrible, quelque part où Vincent ne pouvait pas l'atteindre. Il comprit immédiatement. L'eau bouillante, les marques d'ébouillantage sur son dos. Elle le revivait, piégé dans le souvenir, se noyant dans la douleur. Chaque instinct lui disait de se précipiter, de la saisir, de la secouer pour la réveiller. Mais il savait mieux. Il avait appris du tressaillement de Pluto, de la façon dont elle reculait devant chaque mouvement soudain. La toucher maintenant ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, il s'abaissa au sol. Lentement, prudemment, il s'assit à environ 1 mètre d'elle, le dos contre le mur opposé, ses mains reposant ouvertes sur ses genoux, sans menace, immobile. Lily. Les cris continuaient. « Lily, écoute ma voix. » Son balancement ralentit juste un peu. « Tu es au Pharaon. Tu es dans le restaurant. Tu es en sécurité. » Sa voix était douce, posée, une ancre dans la tempête. « Il n'y a pas d'eau chaude ici. Personne ne va te faire de mal. Je te le promets. » Les cris s'estompèrent en gémissements. Son balancement devint plus lent. Ses yeux sauvages commencèrent à se focaliser, dérivant dans la pièce jusqu'à ce qu'il trouve son visage. Pendant un long moment, elle se contenta de le fixer, sa poitrine haletante, des larmes coulant sur ses joues. Puis son expression se décomposa,
en quelque chose de pire que la peur. De la honte. « Ah, je suis désolée », murmura-t-elle, sa voix éraillée par les cris. « Je suis désolée de vous avoir réveillé. Je suis désolée d'avoir été bruyante. Je vais être silencieuse maintenant. S'il vous plaît, ne me punissez pas. » Le cœur de Vincent se brisa. Il se leva lentement et marcha vers le mur, actionnant chaque interrupteur qu'il put trouver. Le plafonnier s'alluma, la lumière de la salle de bain, celle du placard, chaque lampe, chaque luminaire, jusqu'à ce que la pièce soit inondée de clarté et qu'il ne reste plus une seule ombre. Puis il retourna dans le coin et se rassit par terre. Pas sur la chaise, pas sur le lit, par terre, à son niveau, le dos contre le mur. Lily le regardait avec confusion. « Pourquoi êtes-vous assis par terre ?»« Parce que tu as peur, » dit Vincent simplement. « Et personne ne devrait avoir peur tout seul. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. La lèvre inférieure de Lily trembla. Quelque chose brilla dans ses yeux creux. Quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance. « Mon papa disait ça, lui aussi, » chuchota-t-elle. « Avant. » Elle ne finit pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Vincent ne bougea pas, ne parla pas. Il resta simplement là, solide et présent. Une promesse silencieuse qu'il n'allait nulle part. Lentement, si lentement, le corps rigide de Lily commença à se détendre. Elle était toujours recroquevillée dans le coin, toujours pressée contre le mur. Mais pour la première fois, elle se tourna vers lui au lieu de s'en détourner. Ses yeux restèrent fixés sur son visage, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle détournait le regard. Des minutes passèrent, 1 heure, 2. La nuit s'étira en silence, seulement brisée par le ronronnement lointain du système de chauffage et le son doux de la respiration de Lily, qui se stabilisait graduellement. Vincent ne partit pas, ne ferma pas les yeux. Il resta assis sur ce sol froid et monta la garde, de la même manière qu'il aurait souhaité que quelqu'un veille sur Sophia, il y a 22 ans. Les premières lueurs grises de l'aube se glissèrent par la fenêtre. Lily s'était enfin endormie, toujours recroquevillée dans le coin, lui faisant toujours face. Son petit corps se soulevait et retombait à chaque inspiration. Et puis, si doucement qu'il faillit le manquer, elle murmura dans son sommeil « Monsieur Vincent, ne partez pas. » La gorge de Vincent se serra. « Je ne vais nulle part, » murmura-t-il en retour. À 5 heures du matin, Maria Santos arriva dans la cuisine du Pharaon, comme elle le faisait depuis 12 ans. Tôt, discrètement, prête à commencer les préparations de la journée, avant que quiconque ne bouge. C'était une femme corpulente d'une 50aine d'années, avec des cheveux poivre et sel tirés en un chignon pratique, et des mains qui avaient de pétri 1 million de kilos de pâte. Née à San Juan, élevée dans le Bronx, elle avait connu la pauvreté, la violence et les cœurs brisés. Elle avait enterré un mari, élevé 3 enfants seuls et envoyé de l'argent chaque mois sans faute à sa petite fille à Porto Rico. Plus rien ne l'étonnait désormais, ou du moins le pensait-elle. Elle alluma les lumières de la cuisine et se figea. Une petite silhouette était accroupie près de la poubelle dans le coin. De minuscules mains fouillaient dans les déchets, en extrayant des croûtes de pain, des restes de légumes, des morceaux de nourriture jetés, qui n'avaient donc pas encore eu le temps de pourrir. C'était la fille, celle que Monsieur Castellano avait ramenée hier soir, portant toujours ce manteau noir massif, ses cheveux auburn formant un désordre emmêlé autour de son visage pâle. Elle mangeait du pain moisi, et elle le faisait avec l'efficacité habituelle de quelqu'un qui avait fait cela de très nombreuses fois auparavant. Le cœur de Maria se brisa, mais elle n'eut pas de hoquet de surprise, ne cria pas, ne fit aucun mouvement brusque. Elle avait déjà vu des enfants affamés dans les rues de San Juan, dans les refuges du Bronx. Elle connaissait le regard sauvage dans leurs yeux, la façon dont ils protégeaient leur nourriture comme un trésor précieux. Au lieu de cela, elle marcha calmement vers la cuisinière, remplit une casserole d'eau, ajouta de l'avoine, une pincée de cannelle, une cuillerée de miel. Le porridge simple que sa grand-mère préparait pendant les périodes difficiles.
Une nourriture réconfortante, une nourriture sûre. Quand ce fut prêt, elle le versa dans un petit bol et le posa sur le comptoir de préparation le plus proche de Lily. Puis elle recula, gardant une distance respectueuse, et s'assit sur une caisse renversée. Lily la surveillait d'un œil suspect. Un morceau de pain moisi était encore serré dans son poing. « Est-ce que c'est empoisonné ?» demanda la fille, sa voix plate. Maria cligna des yeux. « Parfois, ils mettent des choses dans ma nourriture, » continua Lily d'un ton factuel, « pour me faire dormir. Et puis, elle ne finit pas. Elle n'en avait pas besoin. » Maria sentit des larmes lui piquer les yeux, mais elle garda sa voix calme, posée. « Non, petite, juste du porridge. La recette de mon abuela. » Elle prit une cuillère et mangea elle-même une bouchée dans le bol. « Tu vois, c'est sûr. » Lily la regarda mâcher, la regarda avaler, attendit. Puis lentement, avec précaution, elle rampa vers le comptoir. Elle renifla le bol, l'examina sous tous les angles. Enfin, elle prit la cuillère et prit la plus petite bouchée possible. Ses yeux s'agrandirent. C'était chaud. C'était sucré. Cela n'avait pas le goût des ordures ou de la nourriture pour chien ou des restes qu'il lui lançait quand il se souvenait qu'elle existait. Elle prit une autre bouchée, puis une autre, chacune prudente, délibérée, ses yeux ne quittant jamais le visage de Maria, suivant chaque mouvement comme un animal sauvage, guettant les prédateurs. Quand le bol fut vide, Lily posa la cuillère et se redressa. « Quel travail dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle d'un ton professionnel. « Je peux nettoyer, je peux récurer les sols, je suis douée pour nettoyer le sang. » Les mots sortirent comme une leçon apprise, automatique, comme si elle les avait prononcés 1000 fois auparavant. Les larmes de Maria finirent par déborder, mais elle garda une voix stable. « Pas de travail aujourd'hui, petite. Aujourd'hui, tu te reposes. » Lily la fixa, la confusion embrumant ses yeux creux. « Mais si je ne travaille pas, ils vont... »« Personne ici ne te fera de mal parce que tu te reposes, » dit fermement Maria. « Personne, je te le promets. » Lily resta parfaitement immobile, traitant cette information impossible. Se reposer sans l'avoir gagnée, de la nourriture sans travailler pour l'obtenir, de la gentillesse sans paiement. Elle regarda Maria pendant un long, long moment. Puis, elle murmura si doucement que c'était presque perdu dans le ronronnement du réfrigérateur. « Vous sentez bon, comme sentait ma maman, avant qu'elle tombe malade. » 3 jours passèrent. De petits changements s'installèrent comme la lumière du matin à travers les rideaux. Lily dormait toujours dans le coin de sa chambre, sursautait toujours au bruit soudain, surveillait toujours chaque porte avec la vigilance d'un animal traqué. Mais elle avait cessé de cacher de la nourriture sous les coussins. Elle avait commencé à manger à table au lieu d'être accroupie près des poubelles, et elle avait commencé à parler. Pas beaucoup, pas fort, mais plus qu'avant. Surtout à Maria. La femme plus âgée avait le don de la patience. Elle ne poussait jamais, ne réclamait rien, ne posait jamais de questions, demandant plus d'un mot ou 2 en réponse. Elle existait simplement à proximité, stable et chaleureuse, fredonnant de vieilles berceuses portoricaines tout en cuisinant. Le 3e matin, Lily apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine pendant que Maria préparait le petit déjeuner. Grand-mère Maria. Le nom était apparu de nulle part la veille. Un instinct d'enfant, peut-être, ou un souvenir de quelque chose de perdu. Maria se tourna, essuyant ses mains sur son tablier. « Oui, petite. » Lily restait très immobile, ses yeux verts fixés au sol. « Je veux dire quelque chose à Monsieur Vincent à propos de... » À propos d'avant. Le cœur de Maria se serra. Elle s'agenouilla lentement, se mettant au niveau de Lily. « Es-tu sûre, petite ? Tu n'as pas à dire quoi que ce soit à qui que ce soit avant d'être prête. » Lily hocha la tête, sa petite mâchoire contractée avec détermination. « Je veux qu'il sache pour qu'il comprenne pourquoi je suis cassée. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans le bureau de Vincent.
Lily était perchée sur le bord d'un fauteuil en cuir bien trop grand pour elle, ses pieds bandés, ballants au-dessus du sol. Maria se tenait près de la porte, prête à intervenir si nécessaire. Vincent était assis derrière son bureau, ses yeux gris entièrement concentrés sur la petite fille. Il attendit. Il avait appris au cours des 3 derniers jours que Lily avait besoin de temps, d'espace, besoin de trouver son propre chemin vers les mots. Finalement, elle parla. Le nom de mon papa était Michael Morgan. Sa voix était petite mais stable. Il travaillait dans la construction, il bâtissait des choses, des grands bâtiments avec du métal et des machines. Vincent hocha la tête, sans rien dire. Le nom de ma maman était Grace. Elle était infirmière. Elle aidait les gens malades à aller mieux. Les doigts de Lily se tordèrent sur ses genoux. Elle sentait les fleurs d'habitude, et elle me chantait des chansons tous les soirs. Elle m'appelait son petit rayon de soleil. Un fantôme de sourire passa sur son visage, apparut et disparut. Maman me disait que j'avais sauvé sa vie en naissant. Elle disait qu'avant mon arrivée, elle était triste tout le temps, mais que je l'avais rendue heureuse. Le sourire s'effaça, puis elle est tombée malade. Quand j'avais 4 ans, le cancer, ils ont dit. Lily prononça le mot avec soin, comme si elle s'était exercée. Elle a essayé de se battre. Elle s'est battue très fort, mais après 6 mois, elle a arrêté de se battre. La voix de Lily restait plate, détachée. Le mécanisme de défense d'un enfant qui avait appris à se déconnecter de sa propre douleur. La tante Patty m'a dit plus tard que maman avait eu le cancer parce qu'elle était enceinte de moi, que je l'avais tuée en naissant. Ses yeux verts se levèrent vers le visage de Vincent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais parfois je pense que peut-être ça l'est. Les mains de Vincent se serrèrent en poing sous le bureau, mais son expression resta calme, présente, à l'écoute. Après que maman soit partie au ciel, papa a essayé très fort. Il faisait 3 boulots. Il était toujours fatigué. Ses mains étaient toujours rugueuses, et son dos lui faisait toujours mal. La voix de Lily s'adoucit. Mais chaque soir, peu importe à quel point il était fatigué, il me lisait une histoire. Il disait que maman nous regardait depuis les étoiles. Il disait qu'elle était fière de moi. Elle fit une pause, sa respiration s'accélérant. Puis 2 ans plus tard, il y a eu un accident sur le chantier de construction. Quelque chose est tombé. Un échafaudage. Non. Ils ont dit. Son petit corps trembla. Ils m'ont dit que papa a appelé mon nom avant qu'il ne s'arrête. Le bureau était silencieux, hormis le tic-tac de l'horloge. Après ça, ils m'ont envoyé chez tante Patty. C'était la sœur de maman, la seule famille qu'il me restait. La voix de Lily devint plus basse. Au début, elle était gentille. Elle m'achetait des glaces. Elle me faisait des câlins et disait que tout irait bien. Elle disait qu'elle prendrait soin de moi comme maman le voulait. Quelque chose brilla dans ses yeux creux. Un fragment d'espoir mort depuis longtemps. Puis elle s'est mariée avec l'oncle Ron. Lily regarda Vincent, et dans son regard se trouvait l'ombre de chaque cauchemar qu'elle avait vécu. Et tout a changé. La voix de Lily changea. Elle devint plate, mécanique, vide d'émotion. La voix d'un enfant qui avait appris à se séparer de ses propres souvenirs, à parler d'horreur, comme s'il lisait une liste de courses. Vincent reconnut le mécanisme de défense. Il l'avait utilisé lui-même une fois, il y a longtemps. L'oncle Ron a emménagé juste après le mariage, continua Lily, ses yeux verts fixés sur un point quelque part derrière l'épaule de Vincent. Il avait un fils qui s'appelait Tyler. Tyler avait 19 ans. Il ne m'a pas aimé dès le début. Ses doigts traçaient distraitement le bord du fauteuil. L'oncle Ron a perdu son travail. 2 mois plus tard, il a commencé à boire et à jouer de l'argent, et à prendre des pilules, qui rendaient ses yeux bizarres. Elle fit une pause. Au début, il criait juste, m'insultait, disait que j'étais un fardeau, que je mangeais trop, coûtais trop cher, prenais trop de place. La mâchoire de Vincent se crispa imperceptiblement. Puis il a commencé à frapper. Les mots sortirent de façon banale, détachés. Il a utilisé sa ceinture d'abord,
puis un bâton, puis d'autres choses. Lily pencha légèrement la tête, comme si elle essayait de se souvenir. Le côté de la boucle faisait plus mal que le cuir, mais le bâton était pire que la boucle, et les cigarettes étaient pires que tout. Maria fit un petit bruit près de la porte. Vincent ne quitta pas Lily du regard. Quand j'étais vraiment méchante, il me mettait dans le congélateur. Vincent s'arrêta de respirer. Non, pas le grand dans la cuisine, le vieux dans le garage. L'oncle Ron disait qu'il ne marchait plus, mais c'était quand même froid. Si froid que je ne sentais plus mes doigts. Si froid que je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. Sa voix restait étrangement calme. Parfois, il me laissait là pour une nuit, parfois 2. Une fois, je crois que c'était 3 jours, mais j'ai perdu le compte. Il n'y avait pas de lumière, pas de son, juste le froid et le noir, et l'attente. Le silence dans le bureau était suffocant. Tyler aimait bien aider, continua Lily. Il disait que c'était amusant, comme un jeu. C'est lui qui me maintenait quand l'oncle Ron utilisait les cigarettes. C'est lui qui versait l'eau. Les mains de Vincent tremblaient sous le bureau. L'eau bouillante. Quand je faisais trop de bruit pendant qu'il me faisait du mal, il disait que je devais apprendre à être silencieuse. Alors Tyler faisait bouillir de l'eau sur la cuisinière et la versait sur mon dos. Elle le dit aussi nonchalamment que si elle décrivait le temps qu'il fait. Ça a marché. J'ai appris à ne pas crier. Maria pleurait silencieusement près de la porte, sa main pressée sur sa bouche. Zidor Satan. Il me faisait manger de la nourriture pour chien, ajouta Lily, dans un bol par terre. Tyler disait que j'étais juste un animal de toute façon, alors je devais manger comme un animal. Parfois c'était la seule nourriture que j'avais pendant des jours. Elle regarda son bras, le bandage couvrant les lettres gravées dessous. Tyler a fait ça. Il a dit qu'il voulait que je me souvienne de ce que j'étais. Il a utilisé son couteau de poche. Elle traça le mot à travers la gaze. Fardeau. Ça a pris longtemps. Il allait doucement pour que ça laisse une cicatrice. Vincent sentit quelque chose se briser derrière ses yeux. Froid. Définitif. Absolu. La tante Patty savait, murmura Lily. Elle voyait tout. Parfois elle pleurait. Une fois elle a essayé d'arrêter l'oncle Ron, et il l'a frappée, elle aussi. Lui a cassé le nez. Après ça, elle a juste bu et a fait semblant que je n'existais pas. L'horloge tournait. Le silence s'étirait. Une nuit, j'ai entendu l'oncle Ron parler au téléphone. La voix de Lily baissa d'un ton. Il a dit qu'il avait trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui paierait 50 000 $ pour une jeune fille. Il a dit que j'étais. Elle fronça les sourcils, essayant de se souvenir des mots exacts, encore assez fraîches pour rapporter un bon prix. Le sang de Vincent se changea en glace. « Je ne sais pas ce que ça veut dire », dit Lily, ses yeux verts rencontrant enfin les siens. Mais la façon dont il l'a dit m'a fait plus peur que le congélateur, plus peur que l'eau, plus peur que tout. Elle se tut un instant. Alors, je me suis enfui. Je suis sorti par la fenêtre et j'ai couru. J'ai marché pendant 5 jours. Je ne savais pas où j'allais. J'ai dormi dans des ruelles. J'ai mangé dans des poubelles. Les gens me regardaient comme si j'étais invisible ou comme si j'étais quelque chose de sale. Ils ne voulaient pas toucher. Son regard creux soutint celui de Vincent. Je savais juste que je ne voulais pas être vendu. Je préférais mourir. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du verre brisé. C'est pour ça que j'ai demandé si quelqu'un voulait d'un enfant cassé. C'est pour ça que j'ai dit que je n'avais pas besoin d'être réparé. Sa voix se brisa pour la première fois. Je ne cherchais pas de l'aide, monsieur Vincent. Je cherchais un endroit pour mourir, où personne ne serait fâché contre moi pour ça. Le silence qui suivit fut absolu. Vincent était assis, immobile derrière son bureau. Son expression n'avait pas changé. Sa posture n'avait pas bougé. Pour quiconque regardait, il aurait pu paraître sculpté dans la pierre. Mais Danny, debout dans l'encadrement de la porte, vit ce que d'autres manqueraient. Le léger tremblement des mains de son patron, le serrement presque imperceptible de sa mâchoire, la façon dont ses yeux gris étaient passés du froid à quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui promettait une violence au-delà des mots.
En 22 ans de service, Danny avait vu Vincent en colère. Il l'avait vu impitoyable. Il l'avait vu rendre justice d'une manière qui faisait pleurer de pitié des criminels endurcis. Il n'avait jamais vu cela. C'était tout autre chose, quelque chose d'ancien, quelque chose de primaire. La rage tranquille d'un prédateur, quelques instants avant qu'il ne frappe. Vincent se leva de sa chaise. Lentement, délibérément, chaque mouvement contrôlé avec la précision d'un homme contenant à peine une explosion. Il fit le tour du bureau et s'arrêta devant le fauteuil de Lily. La fille leva les yeux vers lui avec ses yeux verts creux, attendant le jugement, attendant le rejet, attendant le moment inévitable où il la renverrait. Au lieu de cela, Vincent Castellano s'agenouilla et l'entoura de ses bras. Lily devint rigide, chaque muscle verrouillé, chaque nerf hurlant au danger. Personne ne l'avait tenue comme ça depuis la mort de son père. Le contact signifiait la douleur. Des bras autour d'elle signifiait être piégé, être blessé, être brûlé. Mais Vincent ne la serra pas, ne la piégea pas. Il la tint simplement avec douceur, avec précaution, sa large carrure courbée autour de sa petite forme, comme un bouclier contre le monde. Et lentement, si lentement, le corps rigide de Lily commença à s'assouplir. Les larmes vinrent sans bruit. Elle avait oublié comment pleurer à haute voix. Les sanglots secouaient son frêle corps silencieusement. Ses petits doigts agrippant la chemise de Vincent, si fort que le tissu s'étirait. Son visage était enfoui contre son torse. « Écoute-moi, Lily. » La voix de Vincent était rauque, féroce. « Tu n'es pas cassée, tu n'es pas un fardeau, tu es une survivante. » Il la tint jusqu'à ce que les sanglots silencieux s'apaisent, jusqu'à ce que sa respiration se stabilise, jusqu'à ce que sa prise mortelle sur sa chemise finisse par se relâcher. Puis, il la transféra doucement dans les bras de Maria, qui attendait. « Emmène-la à la cuisine, » dit-il doucement. « Prépare-lui quelque chose de chaud. Reste avec elle. » Maria hocha la tête, berçant l'enfant épuisé contre sa poitrine. Elle porta Lily hors du bureau sans un mot. Dès que la porte se ferma, quelque chose changea dans l'air. Vincent marcha vers son bureau, s'assit, pressa un bouton sur son téléphone. Danny, à l'intérieur. Maintenant. Danny entra et ferma la porte derrière lui. Il travaillait pour Vincent depuis assez longtemps pour reconnaître le calme avant la tempête. Trouve Ron Baker. La voix de Vincent était de la glace, pure, cristalline. Une glace mortelle. Trouve Tyler Baker. Trouve Patricia Morgan. Je veux tout. Adresse, finance, associé, dette, secret, tout. Il leva les yeux, et Danny sentit un frisson lui parcourir l'échine. D'ici ce soir. Danny hocha la tête. Et quand on les aura trouvés, patron? Vincent s'adossa dans son fauteuil. Ses yeux gris n'étaient plus froids. Ils étaient volcaniques. Ron et Tyler ont essayé de vendre un enfant. Danny, sais-tu ce que nous faisons aux gens qui trafiquent des enfants? Le visage de Danny devint pâle. Il savait. Tout le monde dans l'organisation savait. C'était la seule ligne qui ne pouvait jamais être franchie. Le seul crime qui garantissait un sort pire que la mort. « Trouve-les », continua Vincent, sa voix tombant à peine plus haut qu'un murmure. « Mais ne les touche pas encore. Je veux m'occuper d'eux personnellement. » Il se tourna pour fixer la fenêtre et la ville enneigée en contrebas. « Personne ne touche à ce qui m'appartient et ne reste en vie pour le raconter. » 2 semaines passèrent. Les changements vinrent lentement, comme la glace qui fond au printemps. Imperceptibles au début, puis soudainement visibles partout. Lily dormait toujours dans le coin de sa chambre, son petit corps blotti contre le mur d'où elle pouvait voir la porte. Mais elle dormait toute la nuit désormais. Les cris s'étaient arrêtés. Les cauchemars venaient moins fréquemment, passant de chaque nuit à tous les quelques jours. À la 2e semaine, elle cessa de cacher de la nourriture. Maria remarqua d'abord que les petits pains ne disparaissaient plus sous l'oreiller. Les pommes restaient sur la table de nuit au lieu d'être fourrées dans les poches. Lily avait commencé à croire, juste un peu,
qu'il y en aurait encore demain. La cuisine devint son sanctuaire. Chaque matin à 5 heures, elle apparaissait aux côtés de Maria, regardant avec de grands yeux la femme plus âgée cuisiner. Maria lui apprit des choses simples, comment remuer la soupe sans éclabousser, comment pétrir la pâte avec des mains douces, comment casser un œuf sans mettre de coquille dans le bol. « Grand-mère Maria, c'est quoi cette épice ?»« De l'origan, petite, sens-le. Ça sent la pizza. C'est parce que la pizza l'a appris de nous. » Lily sourit presque. Rebecca Chen surprit tout le monde, elle-même la première. La sévère directrice de salle, qui s'était initialement opposée à l'idée d'amener un enfant de la rue dans son restaurant immaculé, se surprit à acheter des livres de coloriage et des crayons pendant sa pause déjeuner. Elle s'asseyait avec Lily pendant les heures calmes, entre les services, lui apprenant les lettres, lui apprenant les mots. Celui-là, c'est sécurité. Sécurité, répéta Lily avec soin. Comme ici? La gorge de Rebecca se serra. Oui, petite, comme ici. Tante Becca devint son nom à la fin de la première semaine. Danny fut la plus grande surprise. Le colosse dont la simple présence faisait trembler les hommes adultes se changeait en guimauve dès que Lily le regardait avec ses grands yeux verts. Il lui apprit des poignées de main secrètes, des séquences de plus en plus élaborées de fist bumps et de tortillements de doigts qui n'avaient absolument aucun sens, mais qui la faisaient glousser. La première fois qu'elle rit, vraiment rit, toute la cuisine s'arrêta. Danny avait fait semblant d'être blessé par son high five, se tenant la main et gémissant de façon dramatique. Et Lily avait ri, un vrai rire, clair et surpris, comme si elle s'était elle-même étonnée du son. Maria pleura dans son tablier. Rebecca eut soudain besoin de vérifier l'inventaire. Danny se contenta de sourire, les yeux étrangement brillants. Mais Lily avait toujours peur de Vincent. Elle le surveillait constamment, suivant ses mouvements chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Elle ne s'enfuyait plus, ne tressaillait plus aussi violemment, mais elle gardait ses distances, toujours aux aguets, toujours méfiante. Vincent comprenait. Il gardait ses distances, lui aussi, observant de loin, ne forçant jamais, n'exigeant jamais. Il savait que la confiance ne pouvait pas être imposée. Elle devait être méritée. Le déclic survint par un mardi soir, tranquille. 2 heures du matin. Vincent était assis dans son bureau, révisant des documents sur lesquels il ne pouvait se concentrer, quand une petite silhouette apparut dans l'encadrement de sa porte. Lily se tenait là en chemise de nuit, agrippant le bord du chambranle. « Monsieur Vincent !» Sa voix était à peine un murmure. « Est-ce que je peux rester assise ici? Je ne veux pas être seul. » Le cœur de Vincent se brisa. Il ne dit rien, désigna simplement du geste le canapé en cuir dans le coin et retourna à sa paperasse. Lily se glissa à l'intérieur et se mit en boule sur le canapé. Pas dans le coin cette fois, au milieu, comme un enfant normal pourrait le faire. En quelques minutes, elle dormait. Vincent travailla jusqu'à l'aube, levant les yeux toutes les quelques minutes pour s'assurer qu'elle était toujours là, respirait toujours, était toujours en sécurité. À un moment donné, pendant la nuit, il drapa son manteau sur sa forme endormie. Quand Lily s'éveilla avec la lumière du matin, la première chose qu'elle vit fut le manteau bordé autour d'elle comme une couverture. Elle regarda Vincent, toujours à son bureau, et quelque chose changea dans ses yeux creux. Quelque chose qui pourrait être de la confiance. Danny apparut à la porte, le visage sombre. « Patron, on doit parler. » Vincent le suivit dans le couloir. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La mâchoire de Danny se crispa. « Ron Baker, il est en route pour New York. Il sera là d'ici ce soir. » Ron Baker entra au Pharaon comme s'il était chez lui. Il était grand et mince, avec un visage étroit, de petits yeux calculateurs, et des cheveux qui se dégarnissaient sérieusement malgré l'excès de gel qui les aplatissait. Son costume était cher mais mal ajusté, le genre de costume qu'un homme achète pour paraître riche plutôt que parce qu'il l'est. L'odeur d'eau de Cologne bon marché et de cigarettes froides le suivait comme une ombre. Derrière lui, Tyler Baker se pavanait,
avec l'arrogance d'un jeune de 19 ans qui n'avait jamais fait face à de réelles conséquences. Larges épaules, regard méchant, avec un rictus cruel qui parlait d'une violence gratuite, appréciée plutôt que regrettée. Ils s'approchèrent du bureau de réception avec des sourires identiques, des sourires charmants, le genre de sourire qui avait trompé les travailleurs sociaux, les voisins, et quiconque ne regardait pas de trop près le vide derrière leurs yeux. « Bonsoir, » dit Ron, sa voix onctueuse comme de l'huile. « J'espère que vous pourrez m'aider. Je cherche ma nièce. » Rebecca Chen se tenait derrière le comptoir, son expression poliment neutre. « Votre nièce, monsieur ?»« Oui. Lily Morgan, 7 ans, cheveux auburn, yeux verts. » Le sourire de Ron s'élargit, mais n'atteignit pas ses yeux. La pauvre petite s'est enfuie de la maison il y a quelques semaines. Elle est troublée, a des problèmes mentaux, invente des histoires pour attirer l'attention. Il secoua la tête avec un chagrin fin. Nous avons été morts d'inquiétude, absolument dévastés. Le visage de Rebecca resta parfaitement vide. « Je suis désolé, monsieur. Je ne connais personne de ce nom. »« Écoute, la dame, » coupa Tyler, sa voix dure. « On sait qu'elle est ici. On a nos sources. Alors, arrête de jouer l'idiote. »« Y a-t-il un problème ?» La voix venait de derrière eux. Ron se tourna. Vincent Castellano se tenait au bord de la salle à manger, grand et large d'épaules, ses yeux gris fixés sur les deux hommes, avec la concentration froide d'un prédateur évaluant sa proie. Il ne portait pas de veste, juste une chemise blanche impeccable, avec les manches retroussées au coude, révélant des avant-bras qui parlaient d'une force soigneusement contenue. Le sourire de Ron vacilla un instant, avant de se remettre en place. « Monsieur Castellano. »« Merveilleux. J'expliquais justement à votre personnel ici. » J'ai entendu. Vincent marcha vers eux lentement, délibérément, chaque pas mesuré et tranquille. « Vous cherchez un enfant ?»« Ma nièce, oui. Lily Morgan. Je suis son tuteur légal. » Ron fouilla dans sa veste et en sortit un document plié. « J'ai les papiers juste ici. Tout est en règle. » Vincent ne regarda pas le papier. « Coton. Il n'y a personne de ce nom ici. » Le sourire de Ron tressaillit. « Maintenant, écoutez, je sais qu'elle est ici. J'ai mes sources. Elle est sous ma garde légale. Et j'ai tous les droits de... » « File-nous la gamine, le vieux. » Tyler fit un pas en avant, gonflant le torse. « Elle nous appartient. » Vincent le regarda. Juste un regard. Un seul coup d'œil, froid, plat, le genre de regard qui avait poussé des criminels endurcis à reconsidérer leur existence entière. L'arrogance de Tyler s'évapora. Il fit instinctivement un pas en arrière, son corps reconnaissant le danger, même si son cerveau ne pouvait pas l'assimiler. « Oh, vous avez 10 secondes pour quitter mon restaurant, » dit Vincent calmement. Le visage de Ron devint rouge. « Maintenant, vous allez m'écouter. J'ai des droits légaux. Je vais appeler les flics. Je vais vous poursuivre pour tout ce que vous possédez. Cette fille est ma propriété. » Le mot resta suspendu dans l'air. « Propriété ?» Vincent le répéta doucement, presque gentiment. Choix de mots intéressant. Danny connaissait cette voix. C'était la voix la plus dangereuse que son patron possédait. La voix douce, la voix gentille, la voix qui venait juste avant la violence. Ron ouvrit la bouche pour répondre, mais soudain, il y eut des hommes partout. Des hommes imposants en costumes sombres, émergeant des coins et des portes, formant un mur de muscles silencieux autour des deux intrus. « C'est escortez ces messieurs dehors », dit Vincent fermement. Ron et Tyler furent saisis par les bras et propulsés vers la porte, avec une efficacité qui ne laissait aucune place à la résistance. Au seuil, Ron se tordit dans la poigne de celui qui le tenait, le visage déformé par la rage. « Ce n'est pas fini, Castellano » hurla-t-il. « Je sais qui vous êtes, et je connais des gens qui paieraient cher pour savoir où vous gardez cette petite. » La porte vitrée claqua derrière lui. Vincent resta immobile, fixant l'entrée vide.
Ses yeux étaient enfin devenus complètement noirs. Lily était dans la cuisine quand elle entendit la voix. Elle s'était tenue sur son petit tabouret à côté de Maria, remuant soigneusement une casserole de soupe, son petit visage concentré. L'après-midi avait été bon, paisible, normal. Pendant quelques heures, elle avait presque oublié ce que cela faisait d'avoir peur. Puis la voix de Ron résonna dans le couloir. « Cette fille est ma propriété. » Lily se figea. La cuillère en bois glissa de ses doigts. Le bol de légumes coupés qu'elle tenait s'écrasa au sol, se brisant en 100 morceaux. Mais elle ne l'entendit pas. Elle n'entendit rien d'autre que cette voix terrible et familière qui avait hanté chaque cauchemar pendant les 2 dernières années. Toutes les couleurs quittèrent de son visage. Sa poitrine se bloqua. Ses poumons refusèrent de fonctionner. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge, dans ses oreilles, au bout de ses doigts gelés. Elle ne cria pas, c'était pire que de crier. Elle devint complètement silencieuse. Ses yeux verts se vidèrent de tout, devenant plats et morts, comme si quelqu'un avait plongé à l'intérieur d'elle pour éteindre la lumière. Son corps cessa de trembler, cessa de bouger, cessa tout. Maria le reconnut immédiatement. Prostration. Effondrement psychologique complet. La réaction d'un enfant dont l'esprit s'était retiré si loin de la réalité qu'il risquait de ne pas trouver le chemin du retour. Lily. Lily. Petite. Regarde-moi. Rien. Pas de réponse, pas même un clignement d'œil. Maria courut à la porte. « Monsieur Vincent, venez vite. » Vincent fut là en quelques secondes, Danny sur ses talons. Il jeta un seul regard à Lily, toujours immobile au milieu du bol brisé, et son visage devint pâle. Tout le monde sort maintenant. La cuisine se vida. Seule Maria resta, pressée contre le mur du fond, des larmes coulant sur son visage. Lily avait bougé, pas vers la porte, vers le coin. Elle était assise en boule. Ses bras entouraient ses genoux. Elle se balançait d'avant en arrière. Ses lèvres bougeaient, sans son au début. Puis le murmure vint, répétitif. Brisé. Il m'a trouvé. Il me trouve toujours. Il va me reprendre. Le congélateur. Tyler. L'eau. Non. 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 Les mots tombaient en une boucle sans fin. Un disque rayé sur la pire chanson. Vincent s'approcha lentement. Il s'abaissa au sol à 1 mètre d'elle, assez près pour être entendu, assez loin pour ne pas l'étouffer. Lily. Le balancement continuait. Le murmure continuait. Lily, regarde-moi. Rien. Regarde mes yeux, Lily. Juste mes yeux. Cela prit 10 minutes. 10 minutes atroces, avec la voix calme de Vincent, répétant son nom, décrivant la cuisine autour d'elle, lui rappelant où elle était. 10 minutes avant que ses yeux sauvages ne finissent par se focaliser, finissent par trouver son visage. « Il m'a trouvé », murmura-t-elle, sa voix creuse. « Il va me reprendre. Il obtient toujours ce qu'il veut. Il ne te prendra pas. Vous ne comprenez pas. » Sa voix craqua, se brisa. Personne ne peut l'arrêter. Personne n'essaie jamais. Ils détournent tous le regard. Ils font tous semblant. Je ne suis pas personne, Lily. Vincent tendit la main lentement, lui laissant le temps de reculer. Elle ne le fit pas. Sa large main s'enroula autour de ses petits doigts tremblants. Et je brûlerai cette ville entière avant de le laisser te toucher de nouveau. Lily le fixa. Elle avait déjà entendu des promesses de la tante Patty, des travailleurs sociaux, des voisins qui disaient qu'ils aideraient et ne le faisaient jamais. Des mots vides de gens vides qui détournaient le regard quand les choses devenaient difficiles. Mais les yeux de Vincent étaient différents. Il n'y avait pas de pitié en eux, pas de sympathie vide. Il y avait autre chose, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez un adulte auparavant. La vérité. Une vérité froide, absolue, terrifiante.
Il n'était pas en train de faire une promesse. Il constatait un fait. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Lily. Le mur qu'elle avait construit, le mur qui tenait tout le monde à l'écart, qui la gardait en sécurité en la gardant vide, s'effondra en poussière. Elle se jeta en avant, ses bras minces entourant le cou de Vincent, son visage enfoui contre sa poitrine, son petit corps secoué par des sanglots qui avaient enfin, un son, pas les larmes silencieuses qu'elle s'était appris à pleurer. De vrais sanglots, bruyants, laids, brisés. Vincent la tint, ne parla pas, ne bougea pas, se contentant de tenir bon pendant qu'elle s'effondrait. Quand les sanglots se calmèrent enfin, Lily murmura contre son torse. « Monsieur Vincent, je n'ai plus envie de mourir. » Ses bras se serrèrent autour d'elle. « Je veux rester avec vous. » Minuit. Lily dormait paisiblement dans sa chambre pour la première fois depuis l'apparition de Ron. Maria était assise à côté de son lit, fredonnant doucement, une main posée avec tendresse sur le dos de l'enfant. Les cauchemars viendraient plus tard, probablement. Mais pour l'instant, l'épuisement l'avait emporté. 3 étages plus haut, le bureau de Vincent était tout sauf paisible. Danny se tenait devant le bureau, un dossier épais à la main. Derrière lui, 4 des hommes les plus fidèles de Vincent bordaient les murs, le visage sombre. L'air était chargé de tension, épais de la promesse de la violence à venir. « Dis-moi tout », dit Vincent. Danny ouvrit le dossier. Ron Baker, 45 ans, au chômage depuis 3 ans. Addiction au jeu, à la cocaïne, à l'alcool. Il tourna une page. Il doit 350 000 $ au cartel Vargas. Il le cherche depuis 6 mois. Il s'enfuit, se cache, utilise tout l'argent qu'il peut racler pour rester en vie. L'expression de Vincent ne changea pas. Quoi d'autre? La mâchoire de Danny se crispa. Il a déjà vendu des enfants, patron. 2 que nous connaissons. La pièce de vin glaciale. Maria Gonzalez, 8 ans, vendue à un acheteur au Mexique il y a 18 mois. Jamais retrouvée. La voix de Danny était plate, contrôlée. James Park, 6 ans, vendu à un acheteur en Russie, mort en moins d'1 an. Silence. Silence absolu. Et Tyler, condamnation antérieure pour agression sexuelle sur mineur, a purgé 8 mois en détention pour mineur. Les dossiers étaient scellés, mais nous avons nos contacts. Danny ferma le dossier. Il est pire que son père, patron. Ron le fait pour l'argent. Tyler le fait parce qu'il aime ça. Vincent se leva de son fauteuil et marcha vers la fenêtre. La ville s'étalait en dessous, brillant de millions de lumières, cachant 1000 sombres secrets. Et Patricia Morgan? Alcoolique, complètement brisée. Elle a signé les papiers de tutelle alors qu'elle était ivre. Elle ne sera pas un problème. Elle peut à peine fonctionner. Vincent fixa son reflet dans la vitre sombre. Ron est un cafard, dit-il doucement. Un cafard désespéré et pathétique. Mais c'est un cafard qui a essayé de vendre des enfants, qui a torturé une petite fille de 7 ans pendant 2 ans. Il se tourna vers ses hommes. « Savez-vous ce qui arrive aux gens qui font du mal aux enfants dans cette ville, Danny ? Ils disparaissent. » Non. La voix de Vincent tomba, un murmure. Disparaître est trop gentil. Il souffre d'abord. Il retourna à son bureau. Ses mouvements précis, contrôlés. Ron est désespéré. Le cartel se rapproche. Il a besoin d'argent. Et Lily est sa dernière monnaie d'échange. Vincent s'assit, ses yeux gris froids comme l'acier. Il va tenter quelque chose de stupide. Quand il le fera, nous aurons des preuves légales, indéniables. Il signera son propre arrêt de mort. Danny hocha la tête. Et la petite? Augmente la sécurité. 2 hommes sur elle en tout temps. Mais reste invisible. Je ne veux pas qu'elle sache. La voix de Vincent s'adoucit presque imperceptiblement. Elle commence enfin à se sentir en sécurité. Elle commence enfin à avoir confiance. Je ne lui enlèverai pas ça. Compris, patron.
Vincent allait les congédier quand le téléphone de Danny vibra. Il jeta un regard à l'écran et son visage devint pâle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Danny leva les yeux, l'expression sombre. « Oh, notre source dans le réseau de Ron. Il vient d'envoyer un message. » Danny déglutit. Ron a engagé 3 hommes, des professionnels. Il prévoit d'enlever Lily dans les prochaines 48 heures. 2 jours plus tard, l'après-midi était froid et calme. Le genre de jour d'hiver où l'on a l'impression que le monde retient son souffle. Une neige légère tombait d'un ciel gris pâle, saupoudrant les arbres et les bancs du petit parc en face du pharaon. Maria marchait à côté de Lily, la petite main de l'enfant bien à l'abri dans la sienne, plus large et plus chaude. Lily portait son nouveau manteau rouge, gonflé et chaud, la plus belle chose qu'elle ait jamais possédée. De vraies bottes couvraient ses pieds en cours de guérison. Un bonnet tricoté par Rebecca couvrait ses cheveux auburn. Elle ressemblait presque à un enfant normal. « Aboua, regarde !» Lily désigna un écureuil qui grimpait à un chêne, ses joues pleines de glands. « Il est si touffu et gras !» gloussa-t-elle, un son qui faisait encore fondre le cœur de Maria chaque fois qu'elle l'entendait. On dirait une petite boule de poils. Il se prépare pour l'hiver, petite. Il stocke de la nourriture, comme je faisais quand je cachais du pain sous mon oreiller. La poitrine de Maria se serra. « Oui, mais tu n'as plus besoin de faire ça. Tu te souviens ?» Lily hocha sérieusement la tête. « Parce qu'il y a toujours plus de nourriture demain. » Elles marchèrent encore un peu, passèrent la fontaine gelée, passèrent l'aire de jeu vide. Lily désignait tout du doigt. Un cardinal sur une branche nue, un chien promené par son maître, les motifs de givre sur la clôture en fer. Elle était heureuse. Pour la première fois de sa vie, elle était vraiment, complètement heureuse. Et puis la camionnette apparut. Elle vint de nulle part. Une camionnette noire, sans fenêtre, sans inscription, tournant brusquement au coin et sautant sur le trottoir. Elle s'arrêta en dérapant à 6 mètres d'elle. La porte latérale coulissa. 3 hommes en sautèrent. Grands, frustes, le visage dur de détermination. Ils bougèrent vite. Les instincts de Maria prirent le dessus avant que son esprit ne suive. 12 ans passés à travailler pour Vincent Castellano lui avaient appris à reconnaître le danger. Elle poussa Lily derrière elle. « Cours !» Mais Lily ne pouvait pas courir. Ses jambes s'étaient changées en pierre. Ses poumons avaient oublié comment respirer. La camionnette noire remplissait sa vision, déclenchant des souvenirs qu'elle avait tant essayé d'enterrer. La camionnette de Tyler, le coffre, l'obscurité, les heures de cris que personne n'entendait. Elle ne pouvait plus bouger. Le premier homme atteignit Maria. La femme plus âgée avait 55 ans, était en surpoids, bâtie pour cuisiner plutôt que pour se battre. Mais elle avait grandi dans le Bronx et elle n'avait pas oublié comment donner un coup de poing. Son poing percuta sa mâchoire. Il trébucha. Mais le deuxième homme fut plus rapide. Il saisit Maria par les épaules et la jeta au sol. Elle frappa violemment le pavé gelé, la douleur explosant dans sa hanche. Le troisième homme bondit sur Lily. Ses mains rugueuses se refermèrent sur son bras, l'arrachant de ses pieds. Lily hurla. C'était son premier vrai cri depuis son arrivée au pharaon. Aigu, perçant, primaire. Le cri d'un enfant qui avait enfin trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Quelque chose qu'il craignait de perdre. Et puis le chaos éclata. Des hommes en costumes sombres se matérialisèrent de partout. De derrière les arbres, des voitures garées, des ombres qui semblaient vides quelques instants auparavant. Ils bougeaient avec une précision militaire, rapide, coordonnée, mortelle. Danny menait la charge. Il frappa le premier ravisseur par derrière. Un étranglement qui fit tomber l'homme en quelques secondes. Le deuxième ravisseur se tourna, vit le mur de muscles fondre sur lui et essaya de fuir. Il n'alla pas loin. 2 des hommes de Danny l'interceptèrent, le projetant contre la camionnette, le clouant au métal froid. Le craquement de sa tête contre la porte résonna dans tout le parc. Le troisième homme, celui qui tenait Lily, fit une erreur fatale.
Il hésita. Danny fut sur lui en un instant. Un coup dans les reins, un autre à la gorge. L'homme s'écroula, lâchant Lily, qui trébucha en arrière et tomba dans les bras de Maria. Le tout prit moins de 30 secondes. Danny restait debout au-dessus des hommes à terre, à peine essoufflé. Il fouilla dans la poche du premier ravisseur et en sortit un téléphone. L'écran affichait un message texte reçu il y a 2 heures de R. Attrapez la gamine. Ne l'abîmez pas trop. Elle vaut plus consciente. Parfait. Une preuve indéniable. Danny sortit son propre téléphone et composa un numéro. Patron, nous les avons. Et nous avons les preuves. La voix de Vincent vint à travers l'appareil, froide comme l'acier. Amenez les ravisseurs à l'entrepôt. Trouvez Ron et Tyler. Ce soir, ça finit. La ligne se coupa. Danny regarda Lily, tremblant toujours dans les bras de Maria. La femme plus âgée avait un bleu qui se formait sur sa joue et se tenait la hanche, mais elle serrait l'enfant fort. « Il ne s'arrêtera jamais », murmura Lily, sa voix tremblante. « Il ne s'arrêtera jamais de venir me chercher. » Danny s'accroupit jusqu'à être au niveau de ses yeux. « Si, il s'arrêtera, » dit-il doucement. « Monsieur Vincent va s'en assurer. » L'entrepôt se trouvait au bord des quais de Brooklyn, un squelette oublié de rouille et de béton, où l'obscurité de la ville venait mener ses affaires. Aucun réverbère n'atteignait cet endroit. Aucune voiture de patrouille ne passait par ces routes. Les seuls sons étaient les gémissements lointains des navires de cargaison et le clapotis de l'eau noire contre les pilotis pourrissants. C'était l'endroit où les cris restaient inaudibles, où les problèmes disparaissaient, où le loup de fer tenait sa cour. Ron Baker était assis au centre de l'espace vide, ses mains liées derrière le dos par des attaches en plastique qui lui entamèrent les poignets. Son costume coûteux était déchiré, ses cheveux gominés ébouriffés, son visage gonflé et ensanglanté par ce que Danny avait appelé de la « résistance » pendant le transport. Tyler était assis à côté de lui, dans un état pire. Son œil droit était enflé et fermé. Du sang coulait de sa lèvre fendue sur sa chemise. Il gémissait doucement, l'arrogance du pharaon ayant complètement disparu. Autour d'eux, 10 hommes se tenaient en un cercle lâche, grand, silencieux, inexpressif. Le genre d'hommes qui avaient fait des choses qui entraient des gens normaux pour le reste de leur vie et qui dormaient paisiblement ensuite. Un seul projecteur industriel pendait du plafond, projetant un halo jaune cru dans l'obscurité. Ron et Tyler étaient assis au centre de cette lumière comme des insectes épinglés sur une planche. Ils étaient là depuis 2 heures. Personne ne leur avait parlé. Personne n'avait expliqué quoi que ce soit. Personne n'avait répondu à leurs questions, de plus en plus désespérés. Juste le silence et l'attente. Puis la porte s'ouvrit. Vincent Castellano entra lentement. Chaque pas résonnait dans l'entrepôt, mesuré, délibéré, tranquille. Il portait un pardessus noir, ses mains dans les poches, son visage d'un calme absolu. Il ressemblait à un homme faisant une promenade décontractée le soir. Il ressemblait à la mort. L'assurance de Ron s'effondra dès qu'il le vit. « Monsieur Castellano, écoutez, tout ceci est un malentendu. Vous ne pouvez pas faire ça, j'ai des droits. » Sa voix montait dans les aigus à chaque mot. « Je vous poursuivrai pour tout. J'appellerai les flics. Vincent s'arrêta à 3 mètres. Il ne dit rien. Il sortit simplement son téléphone et commença à lire. « Attrapez la gamine. Ne l'abîmez pas trop. Elle vaut plus consciente. » La bouche de Ron se ferma brusquement. C'était le message texte que vous avez envoyé aux hommes que vous avez engagés pour enlever une enfant de 7 ans. La voix de Vincent était douce, conversationnelle, terrifiante. « Voulez-vous que je le relise ?» Ron ne dit rien. Son visage était devenu gris. Vincent balaya l'écran. « Maria Gonzalez, 8 ans, vendue à un acheteur au Mexique il y a 18 mois. » Il leva les yeux vers Ron. Jamais retrouvée. Sa mère allume encore une bougie pour elle chaque soir.
La respiration de Ron s'accéléra. James Park, 6 ans, vendu à un acheteur en Russie. La voix de Vincent restait parfaitement égale. Mort en moins d'1 an. Son corps a été retrouvé dans un fossé à l'extérieur de Moscou. « Ce n'était pas moi !» hurla soudain Tyler, des larmes coulant sur son visage ensanglanté. « C'était tout lui. Je ne savais rien de tout ça. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. » Vincent se tourna pour le regarder. Juste un regard. Les cris de Tyler moururent dans sa gorge. « Tu ne savais pas pour le trafic, » dit Vincent doucement. « Mais tu savais pour Lily, n'est-ce pas ?» Tyler secoua frénétiquement la tête. « Je n'ai pas. Tu as gravé le mot fardeau dans le bras d'une petite fille de 7 ans. » Vincent fit un pas de plus. « Tu as aidé à verser de l'eau bouillante sur son dos pendant qu'elle implorait pitié. Tu l'as enfermée dans un congélateur en plein milieu de l'hiver et tu l'as écoutée supplier pour qu'on la laisse sortir. » Tyler sanglotait maintenant, des bruits laids, brisés. « Elle le méritait, pleurnicha-t-il. Elle pleurait toujours. Elle se plaignait toujours. C'était C'était juste un enfant. » La voix de Vincent tomba à un simple murmure. « Et tu as aimé lui faire du mal. » Tyler ne put répondre. Il baissa la tête et pleura, la morve et les larmes se mélangeant au sang sur son visage. Vincent se tourna vers Danny et hocha la tête une fois. Danny s'avança, portant une boîte à outils en métal. Il la posa au sol à côté de Vincent et ouvrit le couvercle. La lumière brilla sur les instruments à l'intérieur. Les yeux de Ron s'agrandirent. Tyler commença à hyperventiler. « Maintenant, » dit doucement Vincent, retirant son pardessus et relevant ses manches. « Laissez-moi vous montrer ce qui arrive aux gens qui font du mal aux enfants dans ma ville. » Vincent laissa le silence s'étirer. Il restait immobile devant les 2 hommes, la boîte à outils ouverte brillant à ses pieds. Ron et Tyler fixèrent les instruments à l'intérieur, leur imagination faisant bien plus de dégâts que Vincent n'en aurait jamais besoin. C'était l'art de la terreur. Parfois, l'anticipation était pire que l'acte lui-même. Vincent les laissa mariner dans la peur pendant 1 minute entière. Puis, il referma la boîte à outils d'un petit clic sec. Le souffle de Ron sortit dans un halètement de soulagement saccadé. « Je ne vais pas vous faire de mal, » dit doucement Vincent. « Pas personnellement. Ce serait trop facile, trop rapide. » Il fouilla dans son manteau et en sortit un dossier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents proprement imprimés, préparés professionnellement. « Vous allez signer ceci. » Danny coupa les liens en plastique retenant les mains de Ron. Vincent plaça le premier document sur les genoux de Ron avec un stylo. « Ceci est une renonciation complète à tous les droits de tutelle sur Lily Morgan. Vous allez le signer maintenant. » Les mains de Ron tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine tenir le stylo, mais il signa désespérément, frénétiquement. Sa signature était à peine lisible, mais elle était là. Tyler signa aussi, même s'il n'avait aucun droit légal à abandonner. Ses mains tremblaient tout autant. Vincent produisit un autre document. « Ceci est une confession écrite. Trafic d'enfants, maltraitance d'enfants, tentative d'enlèvement. » Il le posa sur les genoux de Ron. « Signé. » Ron signa. Tyler signa. Un homme sortit des ombres, les cheveux argentés, impeccablement habillé, portant une mallette en cuir. Harrison Cole, l'avocat personnel de Vincent depuis 20 ans. Il avait été témoin de choses pires dans cet entrepôt. Il serait témoin de choses pires encore. Harrison notaria chaque document avec une efficacité rodée, son visage ne trahissant rien. « Mais ces confessions seront gardées dans un lieu sûr, » dit Vincent. « Tant que vous disparaissez et ne revenez jamais, elles resteront cachées. Si jamais vous revenez, si jamais vous approchez à moins de 100 miles de Lily Morgan, si jamais j'entends de nouveau son nom sortir de votre bouche... » Il ne finit pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. « Je partirai, » sanglota Ron. « Je disparaîtrai. Je ne reviendrai jamais. Je le jure devant Dieu.
Vous ne me reverrez plus jamais. Vincent le regarda. Froid, plat, vide. Tu ne vas nulle part où tu seras en sécurité, Ron. Les sanglots de Ron s'arrêtèrent. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vincent fit un signe de tête vers la porte de l'entrepôt. Elle s'ouvrit. 2 hommes entrèrent, à la peau sombre, au regard dur, vêtus de costumes chers qui ne cachaient pas tout à fait les tatouages sur leur cou. Ils se déplaçaient avec l'assurance décontractée de prédateurs qui savaient qu'ils étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Ron les reconnut instantanément. Son visage devint blanc comme un os. « Le cartel Vargas vous cherche depuis 6 mois, dit Vincent calmement. 350 000 $, c'est beaucoup d'argent à devoir. J'ai passé un coup de fil. »« Non !» Ron secoua frénétiquement la tête. « Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ils vont me tuer. Ils vont... » « Non, ils ne vous tueront pas. » La voix de Vincent était presque douce. « Ils vont faire en sorte que vous souhaitiez qu'ils le fassent, pendant des années. C'est ce qu'ils font aux gens qui leur doivent de l'argent. » Les représentants du cartel saisirent Ron et Tyler par les bras, les remettant debout. Ron hurla, supplia, promit n'importe quoi. Tout. Tyler avait complètement cessé de produire des sons cohérents. Vincent ne les regarda pas être traînés dehors. Il fit simplement demi-tour et marcha vers la sortie, ses pas résonnant dans l'entrepôt vide. Danny emboîta le pas derrière lui. Et Patricia Morgan? Laissez-la. La voix de Vincent était fatiguée. Elle s'est déjà détruite elle-même. Laissez-la vivre avec ce qu'elle a laissé faire. C'est une punition suffisante. Ils sortirent dans l'air froid de la nuit. Les premières lueurs grises de l'aube rampaient à l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Vincent monta à l'arrière de sa Maybach. Danny démarra le moteur. Alors qu'ils s'éloignaient de l'entrepôt, laissant derrière eux les cris et l'obscurité et la justice qui avaient enfin été rendue, Vincent s'autorisa une pensée. C'est fini, elle est en sécurité maintenant. Vincent trouva Lily dans la cuisine le lendemain matin. Elle était assise sur son tabouret, regardant Maria pétrir la pâte, mais ses yeux verts étaient fixés sur l'entrée, attendant, surveillant. La peur était revenue sur son visage pendant la nuit. Vincent entra et s'accroupit à sa hauteur. Lily. Elle le regarda, son petit corps tendu. Ron et Tyler ne t'ennuieront plus jamais. Sa voix était calme mais ferme. Ils sont partis pour toujours. Lily chercha son visage pendant un long moment. Elle ne demanda pas où ils étaient allés, ne demanda pas ce qui s'était passé. Une partie d'elle, la partie qui avait survécu à 2 ans d'enfer, comprenait des choses que les enfants ne devraient pas comprendre. Pour toujours, chuchota-t-elle. Pour toujours. Quelque chose changea dans ses yeux. Un poids qui se levait. Une porte qui se fermait sur un cauchemar qui l'avait hanté pendant si longtemps. Elle hocha la tête une fois, et ce fut la fin de l'histoire. Les changements vinrent plus vite après cela. Ce soir-là, pour la première fois depuis son arrivée au Pharaon, Lily grimpa dans son lit. Pas dans le coin, pas par terre, dans le vrai lit. Avec ses draps doux et ses oreillers moelleux, elle dormit jusqu'au matin sans un seul cauchemar. Les rires venaient plus facilement désormais, de vrais rires, clairs et inattendus, surgissant face aux blagues terribles de l'oncle Danny ou aux désastres culinaires exagérés de la grand-mère Maria. Elle posait des questions constamment sur tout, comme pour rattraper des années de silence forcé. Elle commença à appeler Vincent « Monsieur V ». Le surnom était apparu naturellement, avec désinvolture, comme s'il avait toujours été là, un signe de confort, de proximité, d'une confiance enfin gagnée. Maria lui apprit à faire des biscuits, des simples d'abord, puis des créations plus élaborées, qui laissèrent de la farine partout et avaient un goût légèrement brûlé, mais parfait. Rebecca continua les leçons de lecture, et Lily dévorait les livres comme une personne affamée, découvrant de la nourriture. Danny lui apprit l'autodéfense. Juste au cas où, disait-il, lui montrant comment se dégager d'une prise, comment courir, comment crier d'une manière qui attirerait l'attention. Tu devrais toujours savoir comment te protéger.
Lily pratiquait avec une détermination féroce. 3 semaines après la disparition de Ron, Lily apparut dans l'encadrement de la porte du bureau de Vincent. Elle serrait une feuille de papier contre sa poitrine, le visage nerveux. « Monsieur V, est-ce que je peux vous montrer quelque chose ?» Vincent posa son stylo. « Bien sûr. » Elle marcha vers son bureau et lentement, avec hésitation, posa le papier devant lui. C'était un dessin au crayon sur du papier blanc. Une maison avec un toit rouge. 5 silhouettes se tenant devant, main dans la main. Un grand homme aux cheveux sombres. Une femme ronde avec un tablier. Une femme aux cheveux noirs courts. Un homme très imposant. Et une petite fille aux cheveux roux. En bas, en lettres tremblantes qu'elle avait pratiquées si soigneusement avec la tante Becca. Ma famille. Vincent fixa le dessin. « Je sais que vous n'êtes pas vraiment mon papa, » murmura Lily en se tordant les mains. « Oh, mais est-ce que je peux faire semblant, juste quelquefois ?» La vision de Vincent se brouilla. Pendant 22 ans, il n'avait pas pleuré, ni quand Sophia était morte, ni quand ses parents l'avaient suivi, à travers aucune des ténèbres qui l'avaient enfaçonné en loup de fer. Mais maintenant, en regardant ce dessin, en regardant cet enfant qui avait traversé l'enfer et croyait encore à la famille, il sentit quelque chose se fendre dans sa poitrine. « Tu n'as pas besoin de faire semblant, Lily. » Sa voix était rauque. « Tu es ma famille et je vais rendre ça officiel. » Le sourcil de Lily se fronça. « Ça veut dire quoi, officiel ?» Vincent tendit la main et prit sa petite main dans la sienne. « Ça veut dire que je veux être ton père. Légalement. Pour toujours. » Il marqua une pause, ses yeux gris doux d'une manière que seule elle voyait jamais. « Si tu le veux. » Les yeux de Lily s'agrandirent. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais celles-ci étaient différentes. Pas des larmes de peur, pas des larmes de douleur. « Vous voulez de moi ?» Sa voix se brisa. « Pour de vrai ? Pour toujours. » 2 mois plus tard, tribunal de la famille de New York. La salle d'audience était plus petite que ce que Lily avait imaginé. Des murs lambrissés de bois, des lumières fluorescentes, des rangées de bancs durs qui lui rappelaient des bancs d'église. Ça sentait le vieux papier et l'encaustique. Lily était assise au premier rang, ses jambes ballant du banc parce que ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle portait une nouvelle robe, blanche avec de minuscules fleurs bleues, le premier vêtement qu'elle ait jamais possédé, qui n'était pas d'occasion ou taché par les souvenirs de quelqu'un d'autre. La tante Becca avait passé 1 heure ce matin-là à tresser ses cheveux auburn, tissant de petits rubans blancs à travers les nattes. Elle ressemblait à une enfant différente de celle du squelette, qui se tenait pieds nus dans la neige il y a 3 mois. À côté d'elle, Vincent se tenait droit et immobile dans un costume noir, parfaitement taillé, incroyablement cher. Mais sur son revers, il portait quelque chose qui ne correspondait pas au reste de son apparence impeccable. Un petit pins fait main, un loup dessiné au crayon, un peu de travers. Lily l'avait fabriqué pour lui la semaine dernière. Il ne l'avait pas retiré depuis. Au rang derrière eux, Maria tamponnait ses yeux avec un mouchoir, pleurant déjà avant même que la procédure n'ait commencé. Rebecca était assise à côté d'elle, la mâchoire serrée, essayant désespérément de maintenir son calme. Danny se tenait près de la porte, les bras croisés, sa carrure massive tremblant presque imperceptiblement. La juge Eleanor Hayes révisa les derniers documents. C'était une femme d'un certain âge, aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, qui avait vu trop de familles brisées passer par sa salle d'audience. Elle regarda Lily. « Lily, comprends-tu ce qui se passe aujourd'hui ?» Lily hocha la tête, ses yeux verts brillants et clairs. « Monsieur V va être mon vrai papa. » Un murmure doux parcourut la salle. « Et c'est ce que tu veux ?» demanda doucement la juge Hayes. Lily regarda Vincent, puis de nouveau la juge. « Toute ma vie, j'ai cru que j'étais un fardeau. » Sa voix était petite, mais stable. « Je pensais que personne ne voudrait jamais de moi. Je pensais que j'étais né cassé. » La salle d'audience devint silencieuse. « Mais Monsieur V m'a montré que je ne suis pas cassé.
Je suis juste. Elle fit une pause, cherchant ses mots. Je suis juste une enfant qui avait besoin que quelqu'un l'aime. Et il m'aime. Sa voix se fit plus forte. Je le sais parce qu'il était resté. Chaque soir quand j'avais peur, il était resté. Quand j'avais des cauchemars, il était resté. Quand je ne pouvais pas dormir dans le lit, il s'asseyait par terre avec moi. Il n'est jamais parti. Pas une seule fois. Des larmes coulaient sur le visage de Maria. Rebecca avait renoncé à combattre les siennes. Même les yeux de Danny étaient étrangement brillants. La juge Hayes se tourna vers Vincent. « Monsieur Castellano, comprenez-vous les responsabilités que vous prenez ?» Vincent se leva. « Je comprends votre honneur. » Sa voix était rauque mais claire. « Et je vous donne ma parole. Plus aucun mal ne lui arrivera jamais. Je la protégerai au péril de ma vie. » La juge Hayes l'étudia pendant un long moment. Ce qu'elle vit dans ses yeux gris sembla la satisfaire. Elle signa les documents avec un geste assuré. Par décision de cette cour, la demande d'adoption est accordée. Elle sourit chaleureusement à Lily. Lily Morgan. À partir de ce jour, ton nom légal complet est Lily Sofia Castellano. Monsieur Vincent Castellano est par la présente reconnu comme ton père, avec tous les droits et responsabilités que cela implique. Le souffle de Lily se coupa. Elle se tourna vers Vincent, les yeux immenses. Mon deuxième prénom. Vincent glissa du banc et s'agenouilla devant elle, de la même façon qu'il s'était agenouillé dans la neige le soir de leur rencontre. « Sophia, dit-il doucement, comme ma sœur, elle t'aurait aimé. » Le visage de Lily se décomposa. Elle jeta ses bras autour de son cou et s'accrocha de toute la force que son petit corps possédait. « Je t'aime, papa. » Le mot resta suspendu dans l'air comme un rayon de soleil. Les bras de Vincent l'entourèrent, la serrant fort, la gardant en sécurité. « Je t'aime aussi, Lily, pour toujours. » Ils retournèrent au Pharaon au coucher du soleil. La lumière dorée de la fin d'après-midi se déversait à travers les fenêtres du restaurant, peignant tout de teintes de miel et d'ambre. Mais alors que Vincent poussait les portes vitrées, Lily eut un souffle coupé. Le restaurant entier avait été transformé. Des guirlandes pendaient au lustre de cristal, des ballons étaient regroupés dans chaque coin, blancs, argentés et bleus. Une banderole massive s'étirait à travers la salle principale, peinte à la main dans des couleurs vives. « Bienvenue à la maison, Lily Sofia Castellano. » Tout le personnel était là. Serveurs, cuisiniers, plongeurs, commis, tout le monde. Ils éclatèrent en applaudissements dès que Lily franchit la porte, acclamant et sifflant et criant son nom. Lily restait figée, submergée. Maria émergea de la cuisine portant un gâteau énorme. Il avait la forme d'un loup, couvert d'un glaçage blanc avec des accents gris, ses yeux faits de chocolat, son expression à la fois féroce et douce. Écrit à la base en lettres élégantes. « Notre petit loup pour notre nouveau membre de la famille », annonça Maria, sa voix épaisse d'émotion. « Bienvenue à la maison, petite. Bienvenue à la maison pour toujours. » Lily regarda autour d'elle tous ces gens, ces étrangers qui étaient devenus des amis, ces amis qui étaient devenus une famille. La cuisine où elle avait appris à cuisiner, la salle à manger où elle avait appris à rire, les coins où elle s'était cachée, et les bras qui lui avaient appris qu'elle n'avait plus besoin de se cacher. Son sourire commença petit, tremblant au coin des lèvres. Puis il grandit. Il s'étendit sur son visage comme un lever de soleil, atteignant ses yeux pour la première fois, les éclairant de l'intérieur. Un vrai sourire, un sourire entier, le sourire d'un enfant qui avait enfin trouvé sa place. Elle leva la main et prit celle de Vincent. « Papa ». Le mot semblait encore nouveau sur sa langue, toujours précieux. « Oui, Lily. »« Est-ce que c'est réel ?» Sa voix vacilla. « Ce n'est pas un rêve ? Je ne vais pas me réveiller de nouveau dans le congélateur ?» Vincent s'agenouilla devant elle, un genou sur le sol poli. Tout comme le premier soir, tout comme dans la neige. Mais tout le reste était différent maintenant. « C'est réel, Lily. » Ses yeux gris étaient doux, chauds.
Tu es à la maison pour toujours, et personne ne pourra jamais te l'enlever. Lily jeta ses bras autour de son cou. J'avais l'habitude de demander si quelqu'un voulait d'un enfant cassé, murmura-t-elle contre son épaule. J'avais tellement tort. Je n'étais pas cassé. J'attendais juste. Elle se recula pour regarder son visage. J'attendais de te trouver. Les yeux de Vincent brillèrent. Et moi aussi j'attendais, dit-il doucement. Pendant 22 ans, j'attendais. Je ne le savais juste pas. Il se leva, la soulevant avec lui, l'installant sur sa hanche comme si elle ne pesait rien du tout. Maria se pressa contre lui d'un côté, Rebecca de l'autre. Danny se tenait derrière eux, sa main massive posée doucement sur le dos de Lily. Une famille, pas par le sang, mais par quelque chose de plus fort, quelque chose de choisi. À l'extérieur de la fenêtre, la neige commença à tomber, de doux flocons dérivant d'un ciel qui s'assombrissait, recouvrant la ville d'un silence blanc. Mais cette fois, la neige ne semblait pas froide à Lily. Cette fois, elle avait chaud. Elle était en sécurité. Elle était aimée. Elle était chez elle. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles histoires. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Partagez-la avec quelqu'un qui s'est déjà senti brisé, indésirable ou seul. Faites-leur savoir qu'ils sont dignes d'amour exactement comme ils sont. Nous aimerions vraiment avoir de vos nouvelles. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Y a-t-il eu un moment qui vous a fait pleurer? Un moment qui vous a fait sourire? Un moment qui vous a rappelé quelque chose de votre propre vie? Vous êtes-vous déjà senti comme un fardeau? Avez-vous déjà trouvé une famille dans des endroits inattendus? Avez-vous déjà été la personne qui reste quand tout le monde est parti? S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées avec nous. Chaque commentaire que vous laissez est un encouragement puissant pour nous permettre de continuer à créer des histoires pleines de sens chaque jour. Nous lisons chacun d'entre eux. Nous chérissons chacun d'entre eux. Cette histoire porte un message simple mais puissant. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas indigne d'amour. Parfois, la famille dans laquelle nous sommes nés nous fait défaut. Mais cela ne signifie pas que nous sommes destinés à être seuls pour toujours. Parfois, la famille nous trouve des manières les plus inattendues. Dans la gentillesse des étrangers, dans la chaleur des gens qui choisissent de rester. Rappelez-vous, chaque enfant mérite d'être aimé. Chaque personne mérite de se sentir en sécurité. Et il n'est jamais trop tard pour trouver sa maison. Merci d'avoir passé votre temps précieux avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie quotidienne. Puissiez-vous toujours trouver de la chaleur, même pendant les nuits les plus froides. Puissiez-vous toujours trouver de l'amour, même dans les moments les plus sombres. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Au revoir pour l'instant, et on se retrouve dans notre prochaine